Salut Internet! Aujourd'hui, on a beaucoup de travail à faire. On voit l'édition de géométrie et l'importation de références. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois et ou à la mettre en pause au besoin pour pouvoir pratiquer. Sur ce, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je répondrai aussi vite que possible. C'est parti! Donc, alors, la première chose qu'on va faire, comme d'habitude, c'est ça, d'enlever le fameux splash screen qu'on a déjà vu. Et on se retrouve avec notre scène habituelle avec le cube, la lumière et la caméra. Jusque-là, rien de nouveau. Comme on va parler d'édition de géométrie, je vais faire une petite révision très rapide sur les trois principales transformations qu'on fait subir à une géométrie de base dans le mode objet qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, il y a la translation, qui est le déplacement de la géométrie, la rotation et le scale, qui est l'agrandissement et le rétrécissement de la géométrie. Je ne me rappelle pas si je l'avais dit la semaine dernière, mais au cas où je vais le dire, on peut utiliser les raccourcis clavier G pour déplacer par rapport à la caméra, R pour rotationner, tourner par rapport à la caméra, et S pour agrandir dans toutes les directions. Donc, juste au cas où que je ne l'ai pas dit, je le redis. Quelque chose qu'on peut faire aussi si on veut restreindre notre déplacement, notre transformation à un seul des axes, on peut utiliser le raccourci clavier X, Y, Z après être entré en mode de transformation de géométrie. Par exemple, si j'appuie sur G et que je le déplace, on voit qu'il se déplace dans tous les axes par rapport à la caméra, mais je peux le restreindre à X en appuyant sur X. Et maintenant, je me déplace seulement sur X, Y et éventuellement Z. On peut faire la même chose avec les autres transformations. Autre détail que je n'avais peut-être pas dit, il y a le quatrième gizmo en bas qui permet d'avoir les trois gizmos en même temps, mais je trouve ça un peu chargé personnellement. Maintenant, on a vu la semaine dernière comment créer différents objets avec Add Mesh, et là, on avait une collection d'objets tous plus intéressants les uns que les autres, mais éventuellement, si on veut faire des trucs un peu plus variés, il faut apprendre à créer soi-même sa propre géométrie. Et pour faire ça, on va utiliser le raccourci clavier Tab, tabulation, qui est normalement à gauche complètement, à côté du Q. Et ça va nous permettre d'entrer en mode Edit. On va pouvoir ainsi éditer notre géométrie. Avant d'aller plus loin, petit point d'information. Un objet 3D, c'est un objet géométrique, comme en mathématiques, comme on voyait à la petite école. Et on va voir s'il y en a qui se rappellent de leur cours de géométrie du primaire et du secondaire. En fait, il y a une seule personne en ligne, donc je te remercie, Jérémy, de participer. Est-ce que tu serais capable de me dire quels sont les trois composants d'un objet géométrique? Il y a des faces, Oui. il y a des bords, puis il y a des coins. C'est presque ça. Il y a deux mots sur trois que tu t'es trompé, mais c'est pas grave. Alors, il y a effectivement les faces, comme ceci, celle que j'ai sélectionnée. Il y a aussi les arêtes. Oui, c'est ça, les arêtes. Qui sont les espèces de bâtons qui constituent une face. Et on a les sommets, qui sont les intersections entre les différentes arêtes. Ce sont les trois seuls constituants d'un objet 3D. Il y a différentes propriétés qu'on peut utiliser. On va parler éventuellement des UV, mais les constituants de base d'un objet 3D, ce sont ces trois éléments-là. En 3D, on va parler de vertex ou vertices au pluriel. On va parler de edge pour les arêtes et finalement, pour les faces, on va parler de polygone. Et tout ça ensemble, ça va former ce qu'on appelle un polymesh ou un mesh, qui est un objet 3D. Parce que là, je pense que c'est assez simple. J'ai perdu personne, Jérémy? Non. OK. Donc, jusque-là, ça va bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chacune des trois transformations de base, translation, rotation et scale, on peut le faire subir à chacun des composants de nos objets 3D. Par exemple, si je prends une arête, je peux la translater, la déplacer, la rotationner, la faire tourner, la scaler. Et il y a d'autres transformations, mais ça, on va les voir un peu plus tard parce que ça crée de la nouvelle géométrie.
Je peux faire exactement la même chose avec un point, donc un vertex. La seule différence, c'est que celui-là, il y a une seule transformation qui va pouvoir fonctionner. Parce que si je fais une translation, on voit que ça le déplace. Mais comme le point est un objet à une dimension, si je le scale, j'ai beau le scaler à l'infini, 0, qui est sa dimension, va rester 0. Donc, un vertex n'a qu'une seule, information qui n'est pas égale à 0, c'est justement sa position. Donc, sa position, je peux le déplacer. Le scale, qu'importe combien de fois je multiplie sa taille, et là, en ce moment, si on regarde en haut ici, je peux le monter jusqu'à 300, mais 300 fois 0, ça va rester 0, malheureusement. Et c'est la même chose avec la rotation. Comme il n'y a pas d'orientation qui lui est propre, je peux le faire tourner de 3000, 4000, 5000 degrés, même si je veux. Qu'importe ce que je vais faire, 3000 fois 0, ça reste 0. Donc, pour tout ce qui est vertex, seule transformation qu'on peut faire, translation. Pour les edge, on peut utiliser les 3 transformations de base. Encore une fois, scale, rotation et translation. Et finalement, avec les faces aussi, on peut faire les 3 mêmes transformations de base. Donc, S, R et G. Donc, jusqu'à date, on m'a vu manipuler un petit peu les différents éléments, mais je n'ai pas expliqué. En fait, je reprends. Jusqu'à date, j'ai décrit c'était quoi les propriétés des 3 éléments. Donc, vertex, edge et face, mais je n'ai pas encore expliqué comment passer d'un à l'autre. Donc, pour entrer en mode edit, je l'ai dit, c'est tabulation clavier. Voilà. Si on réappuie, on sort et on se remet en mode objet. Donc, une fois qu'on est en mode edit, qu'on voit ici, on peut passer du mode vertex en appuyant sur 1 au clavier, et j'insiste sur le clavier, pas sur le pavé numérique. Donc, la partie gauche du clavier. Donc, en appuyant sur 1, je me mets en mode vertex. En appuyant sur 2, je me mets en mode edge. Et en appuyant sur 3, je me mets en mode face, en mode polygone. Jusqu'à date, pas de questions? Bon. OK. Avant de rentrer dans les trucs un peu plus complexes, je vais afficher un gizmo. On va garder translation pour l'instant. Ça va être le plus intéressant pour les prochaines minutes. Parce qu'on va parler de l'orientation des transformations. Jusqu'à date, mes transformations sont toujours alignées sur la petite croix qu'on voit au sol. Donc, Y pour la dimension avant-arrière, X pour la dimension gauche-droite et bleu pour la dimension haut-bas. X en rouge, Y en vert, Z en bleu. Ça, c'est l'orientation qu'on appelle globale. C'est l'orientation de la scène. Je peux aussi changer l'orientation de ces transformations-là si, par exemple, je veux déplacer ma face dans une direction très spécifique. Pour ça, je vais ici, il y a un petit menu qui s'appelle Global, qui permet de se mettre, par exemple, en mode local. Là, ça ne va rien changer, mais je vais montrer c'est quoi la différence. Je vais juste tourner un petit peu mon cube dans un angle un peu étrange qui n'est pas aligné sur le reste de la scène. Je le mets en mode Edit et on voit que maintenant, mon gizmo est aligné sur mon objet et non pas sur ma scène comme quand il était en global. En global, je reste aligné sur la scène. En local, je m'oriente sur l'objet lui-même. Ensuite de ça, on a le mode normal. Là, on voit que c'est simplement le gizmo qui a tourné sur lui-même. Ce que ça va faire, le mode normal, c'est que ça va me mettre perpendiculaire au constituant que j'ai sélectionné. Par exemple, en ce moment, j'ai une face qui est sélectionnée. Eh bien, j'ai placé mon orientation perpendiculaire à cette face-là. Je peux sélectionner celle-ci. On voit que maintenant, le Z pointe à l'opposé de cette face-là. Si je sélectionne celle-là, le Z va pointer à l'opposé de cette face-là. Idem pour celle-là. Et on continue. Si je sélectionne un point, ça va me donner justement quelque chose qui est perpendiculaire à mon vertex. Si je sélectionne un edge, quelque chose qui est perpendiculaire à ce edge-là. Si je sélectionne plusieurs éléments, ça va me faire une moyenne des deux. Ça, c'est compris, c'est expliqué clairement, c'est bon? Oui, c'est bon. Okay.
Ensuite de ça, on a Gimbal. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ne l'utilisez pas pour l'instant. Ça, c'est surtout quand on tombe dans l'animation. On va peut-être parler un petit peu de l'animation plus tard, mais pour l'instant, je ne veux pas non plus perdre tout le monde qui vont écouter la vidéo en différé. View, ça va me mettre par rapport à la caméra. Donc, qu'importe l'angle, on voit que mon gizmo reste immobile par rapport, reste dans le même angle par rapport à ma caméra. Donc, c'est un petit peu comme si j'utilisais G au clavier. Et on peut utiliser le curseur. Le curseur qui est l'espèce de petite boule qui flotte ici, qui est un peu en pointillé rouge et blanc avec une croix au centre ici. Donc, ça va s'orienter sur cet objet-là. On va voir un peu plus tard dans le cours comment on peut orienter ou déplacer le curseur. Ça peut être assez utile pour stocker en mémoire une position en particulier. Pour l'instant, je vais me remettre en global. Et on va parler d'un autre élément de l'orientation des transformations. Et là, je vais juste attendre que le menu de Zoom disparaisse. Merci beaucoup. On va parler de l'emplacement du gizmo. Parce que là, jusqu'à date, il va toujours se placer au centre de notre sélection. Par exemple, si je sélectionne une face, eh bien, il va se mettre au centre de cette face-là. Si je sélectionne une deuxième face, eh bien, ça va se mettre au point médian entre les deux faces. C'est assez pratique, mais si je veux que mon déplacement se fasse par rapport seulement à cette face-là, eh bien, je peux changer la position de mon gizmo. Par exemple, avec le petit chaînon qu'il y a ici, en fait, c'est deux objets, puis on voit un centre entre les deux. On peut le mettre en Bouncing Box Center, ce qui va être en fait le centre d'une boîte imaginaire qui va englober nos deux sélections ou nos sélections multiples. On peut se mettre en 3D cursor. Là, qu'importe, si je prends par exemple mon objet, je vais le déplacer un petit peu. Voilà. Qu'importe où est-ce que je vais me déplacer, où est-ce que je vais avoir une sélection, mon gizmo va toujours être à l'emplacement de mon curseur 3D. Donc, une autre utilité du curseur, qui est quand même une exclusivité de Blender à ma connaissance. Je ne sais pas si Houdini l'ont implémenté, mais je sais que Maya ne l'a pas, 3ds Max ne l'a pas, Softimage, paix à son âme, ne l'avait pas. Enfin, on continue comme ça. Dans les autres points médians, ça, c'est celui qu'on a de base, qui est le point intermédiaire entre mes deux ou mes multiples sélections. Donc, si je sélectionne celle-là et celle-là, on voit que c'est le point qui est exactement au centre des deux, qui est assez semblable à Bouncing Box, mais en gros, c'est une technique d'évaluation qui est différente. Donc, les résultats peuvent varier légèrement dans certains cas entre les deux. Et finalement, on a Active Element qui va sélectionner qui va placer notre gizmo, au dernier élément sélectionné. Donc, par exemple, si je sélectionne toutes mes faces, ça va placer mon gizmo à l'endroit où est-ce que j'ai fait ma dernière sélection. Donc, par exemple, cette face-ci. Jusqu'à date, ça va? Oui. OK. Donc, là, je vais juste me replacer les trucs au centre. Donc, maintenant qu'on sait comment bien orienter nos transformations, on va pouvoir voir les autres éléments d'édition de géométrie qui sont ici. Il y en a d'autres qui existent. Annotation, ça, on ne va pas le voir pour tout de suite. Ça sert surtout pour faire des reviews ou faire du dessin 2D. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet du cours. Ça, c'est pour prendre des mesures. On y reviendra un petit peu plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas essentiel. C'est surtout utile quand on va faire du rendu, du compositing, ce genre de choses-là, parce que ça permet de calculer la distance entre, par exemple, un objet et la caméra pour faire, par exemple, ce qu'on appelle un défocus ou encore un Z-depth qui est dans le fond une passe de brouillard. Donc, on peut dire à quel point on veut que le brouillard soit opaque en disant qu'à telle distance, plus rien ne sera visible à part le brouillard. Mais ça, encore une fois, on verra un peu plus tard, ce n'est pas quelque chose dont on a besoin pour éditer une géométrie. Pour l'instant, on va commencer par le premier qui est probablement le plus utilisé en 3D, en modélisation en tout cas, qu'on appelle un extrude. Si vous regardez le petit onglet d'extrusion ici, il y a un petit triangle en bas qui indique qu'on a d'autres options par rapport à l'extrusion. On va commencer par l'extrusion de base qui s'appelle extrude région. Donc là, si je prends extrude région, ça change mon gizmo et je peux maintenant créer une nouvelle partie à mon cube. Et là,
Si je sélectionne une face, par exemple, ça va sortir d'autres polygones tout le tour de cette face-là et ça va me permettre de l'éloigner un petit peu dans la même direction que si j'étais en orientation de normale. Donc, si je reprends encore celle-ci, et voilà. Si je prends ces deux-là, vous allez voir ce qui se passe. Ça me met à 45 degrés. Et voilà, j'extrude et je peux continuer comme ça ad nauseam. Donc, jusque-là, ça va assez bien. Si, cependant, je sélectionne Extrude, et là, je vais aller à Individual et que je sélectionne plusieurs faces, on va voir la grosse différence entre les deux. Et voilà. Jusqu'à date, ça n'a pas l'air d'avoir fait de différence. Mais si je me remets en mode translation et que je déplace mes faces, on voit la différence que ça va faire. Si je compare à tantôt à l'extrusion que j'avais faite, on voit que mes faces, elles, restent attachées. Donc, ce que ça va faire si je suis en individuel, c'est que ça va extruder chaque face individuellement comme si c'était une extrusion à part entière. Autre variation qu'on a, extrude along normals. Donc, ça, si je sélectionne encore deux faces, au lieu d'aller à 45 degrés, eh bien, ce que ça va faire, ça va extruder mes faces, en fait, par rapport à mes edges plutôt, par rapport à l'heure normale. Donc, celle-ci va aller directement perpendiculaire, celle-ci perpendiculaire au edge, perpendiculaire au edge, et ça va me permettre d'avoir un résultat légèrement différent. Donc, si je supprime ce cube-là, je vais en faire un nouveau. Là, je le duplique. On va voir la différence entre les deux. Donc, si je prends celui-ci que je vais faire en extrusion along normals, voilà ce que ça donne. Et si je prends celui-ci que je vais mettre en extrusion en région seulement, qui va me mettre perpendiculaire à la moyenne des normales, voici ce que ça va donner. Donc, on voit une certaine différence entre les deux. Les deux ont leurs utilités. Donc, on peut utiliser les deux. Finalement, il reste Extrude along cursor. Je vais supprimer ça, je vais me créer un nouveau cube. Add mesh cube. Je vais tasser un petit peu sur le côté. Là, et je vais mettre Extrude along cursor. Et là, il me laisse pas faire. Ce n'est pas l'outil que j'utilise le plus souvent en général, pour être honnête. Là, normalement. Ah, OK, je viens de comprendre. Je confondais curseur 3D et curseur qui est mon curseur de ma souris. Donc, une fois, ça, c'est une nouvelle option de 2.83. C'est la première fois que j'utilise. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va simplement extruder la sélection à chaque fois que je clique et placer le résultat à l'emplacement où est-ce que je clique. Donc, si je reprends une face seulement et que je mets extrude curseur, ça va me faire une extrusion en suivant mon curseur à chaque fois. Ce n'est pas quelque chose que je pense utiliser très souvent, mais ça reste quelque chose d'assez utile. Si, par exemple, je fais de la modélisation de personnages, généralement, on va partir avec un seul polygone. Je vais juste créer un polygone à partir de mon cube. Voilà. Face. Si je me mets de côté, voilà, et je peux, par exemple, extruder en mode point and click. Donc, si j'ai une extrusion qui va ici, eh bien, je peux faire mes extrusions comme ça. J'admets que ça peut aller plus vite comme ça. Mais si je prends extrude région et que je fais simplement me mettre en mode translation, je peux faire E et ça va me faire une extrusion à chaque fois que j'ai appuyé sur E. Donc, ça reste aussi une option qui est valable.
Ça dépend vraiment des préférences de chaque personne. Donc, ça, c'était pour les extrusions. Oh, c'est assez laid, ce truc-là. Donc, si je me recrée un nouvel objet, cube, qui est au centre, voilà, et que je me remets en mode edit, on a aussi d'autres transformations qu'on peut utiliser. Je vais juste me remettre en mode face. Voilà. On a Insert Face qui va permettre d'insérer une face au centre de notre sélection ou plusieurs faces. Si je sélectionne plusieurs faces ici, par exemple, comme ça, je me retrouve avec justement une exclusion où est-ce que j'ai justement plusieurs faces au centre de ma sélection. Ça, pour être honnête, c'est à peu près la même chose que si je fais une extrusion normale. Mais au lieu de... Je vais juste sélectionner ça. Donc, mais au lieu de déplacer ma sélection, je vais juste la scaler. Donc, si je clique là, je clique droit pour annuler mon déplacement et je peux scaler le résultat. Donc, ça revient exactement à la même chose ou à peu de choses près, je crois. Si je sélectionne ces trois-là, que je fais une extrusion, voilà, et que je scale, là, on va voir qu'il y a une différence parce que comme mon centre est en mode, en ce moment, il est à individual, non, pas il est à median point, pardon. Ce que ça va faire, ça va le rétrécir par rapport à cet emplacement-là. Donc, c'est la principale différence entre les deux. Mais si j'avais fait avec Active Element, que j'avais sélectionné ce point-là en dernier et que j'avais rétréci, eh bien, j'aurais eu exactement la même chose. Donc, simplement un outil qui a automatisé la fonction, si on veut. Bevel, ça, ce que ça va permettre de faire, si je sélectionne, là, je vais juste me créer un nouveau cube parce que cela commence à être un petit peu complexe. Add Mesh Cube. Si je sélectionne tous mes edges, comme ceci, raccourci clavier A au clavier pour tout sélectionner, et que je prends Bevel ici, voici ce qui se passe. Ça va me faire une espèce de rebord à mon cube. On va voir éventuellement c'est quoi l'utilité principale de ça, mais pour l'instant, juste savoir que ce truc-là, ça existe. Ça va un peu assouplir les edges, si on veut. Ça va les rendre moins sharp. Autre outil qu'on peut utiliser, le Insert Loop Cut, qui va permettre d'ajouter des edge loops, donc des loops de edge tout le tour de notre objet. Et ça va nous donner différentes utilités. Par exemple, si j'en fais quelques-unes comme ça, je peux maintenant décider de prendre des faces, en sélectionner quelques-unes, comme ceci, voilà. De faire un extrude, on va les pousser un petit peu par là. On sélectionne d'autres, comme ceci. Et je vais les extruder vers l'intérieur. Bon, là, ça c'est très laid, mais c'est un détail. Et je pourrais continuer comme ça autant que je veux. Donc, Edge, Offset Loop, Edge, celui-là, c'est de nouveau des 2.8. Je ne l'ai pas encore utilisé. On va voir ce que ça fait. Ah, OK. J'ai-tu bon? Ah non, c'était pas le bon. C'est pour ça. Donc, si je sélectionne... Je dois dire que je ne comprends pas trop ce qu'il fait. Mais bon, j'y reviendrai éventuellement. Pour l'instant, celui que j'utilise, c'est Loop Cut et l'autre, c'est une nouvelle fonction et je dois dire que je suis un peu pris de court, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc,
je fais un mea culpa et je reviendrai la semaine prochaine au pire, après avoir fait quelques recherches. Il reste l'outil Knife qui lui permet de découper manuellement notre objet en plaçant nous-mêmes les edges que l'on veut créer. Et voilà. Donc, comme ceci. Là, ceux qui savent comment faire de la 3D ont vu l'erreur très, très grave que je viens de faire. Pour ceux qui ne le savent pas, je me retrouve ici avec des polygones à plus que 5 edges et ça, c'est très, très mal. On ne veut pas ça, mais pour la démonstration d'aujourd'hui, ça va suffire. Si je sélectionne maintenant ces edges-là, je peux avoir maintenant des extrusions qui ont une forme plus personnalisée que si j'avais simplement fait un loop cut, comme j'avais fait tout à l'heure. Des questions? Oui. Vas-y. Pour le Knife Tool, oui. Quand on fait une deuxième coupe ou une troisième coupe, mettons sur une vertex précisément, oui. Le curseur il devient un peu plus rouge, donc on sait qu'on snap sur le vertex. Oui. Mais quand on veut commencer à partir d'un coin, on n'a aucun moyen de savoir s'il va snapper sur la vertex ou s'il va être juste un peu à côté. Je crois qu'il y a un moyen de le faire, mais on va parler ici avec le magnétisme. Je pense que ça devrait marcher. Donc, le magnétisme, ce que ça va faire, ça va snapper avec ici, je l'ai mis en mode vertex, on y reviendra un petit peu plus tard, mais on peut utiliser ça pour le snapper. Ah non, il ne prend même pas. C'est ça, il est comme juste un peu à côté, fait qu'on... Je suis jamais certain s'il prend vraiment ou pas, même avec le magnet. Oui, effectivement, ça a l'air d'être peut-être à moins que j'ai juste essayé quelque chose, parce que des fois, non. Non, effectivement, il n'y a pas vraiment de moyen qui me vient en tête vite comme ça. C'est un petit bug de Blender, peut-être une omission des programmeurs ou qui prévoit le mettre plus tard. Mais si justement je recrée l'erreur en question ici, en cliquant juste un peu à côté du vertex, voilà, je confirme ma coupe. Ce que je peux faire si je veux vraiment le snapper après, je peux sélectionner le vertex problématique ici et venir sélectionner ensuite avec majuscule le vertex où est-ce qu'il devait être. Et j'appuie M au clavier pour merger les deux. Et là, je peux le mettre at last et maintenant, j'ai fusionné mes deux vertex. Mais c'est vrai que dans ce cas-ci, le problème, c'est que maintenant, ma coupe n'est plus droite. Ouais. Donc, je vais juste faire une petite recherche rapide. Snap, Vertex, Knife Tool, Blender. Est-ce qu'il y a... Il y a plusieurs personnes qui se posent la question déjà. Donc, en fait, de ce que je vois, je vais juste faire le test. Il va le snapper. Par exemple, là, j'ai cliqué juste un petit peu à côté, mais très proche quand même. Il va le snapper. Mais il n'y a pas de feedback visuel de base quand je crée, justement. Il va avoir un feedback visuel au moment où est-ce que je clique. Si tu regardes, tu vois, il est devenu vert encadré de rouge. De ce qu'ils disent sur Internet, tu vois, ici, il n'y a pas d'encadré rouge dessus. Ah, OK. Mais si je clique vraiment assez proche pour le snapper, là, on voit qu'il est encadré de rouge. OK, ouais. C'est là qu'ils ont placé le feedback visuel. Mais effectivement, bon. C'est pas, ça aurait été plus pratique s'il y avait eu un feedback plus évident au moment de cliquer et pas après. Mais bon, ça je t'invite à écrire à Todd Rosendahl et à lui proposer toi-même. Je sais pas s'il va t'écouter, mais il est très approchable d'ailleurs. Je lui avais déjà proposé des ajouts, dont à l'époque, c'était quand que Softimage a été tué par Autodesk, j'avais proposé d'inclure un
un keyboard mapping basé sur Softimage. J'avais proposé de le faire. Il était très ouvert à l'idée, mais c'est ces programmeurs qui ont dit non, ça ne tente pas d'avoir ça en plus à gérer. Mais le type lui-même, il est très approchable. Donc, si tu veux le contacter, je pense qu'il serait très ouvert. Après ça, c'est les programmeurs qui, eux autres, risquent de dire qu'ils ne veulent pas se compliquer la vie. Autre petit outil, entre guillemets, on a le Smooth Tool, qui est une nouveauté de Blender 2.8+. Donc, si je sélectionne tous les composants avec le mode Smooth d'activer, ce que je peux faire, ça va smoother mon objet. Bon, évidemment, si je vais trop loin, la transformation va poursuivre dans sa lancée et va venir complètement péter, mais où je peux aussi aller à l'inverse, ce qui va sharper, entre guillemets, entre guillemets. Ça ne va pas vraiment sharper ma géométrie. Ce que ça va faire un anti-smooth. Donc, ça va smoother, mais en allant dans la direction opposée que ça irait pour vraiment smoother. C'est un peu flou comme ça, mais si je crée un nouveau cube, add mesh cube, et que je lui donne juste le subdiviser. Pas besoin de faire ça à la maison, c'est vraiment juste pour montrer ce que je veux faire. Où est-ce qu'il est, subdivision? Voilà. Je le mets en simple et là, je vais le mettre là. Ça devrait être bon. Là, et là, je me retrouve avec tout un tas de polygones. C'est magique. Et que j'utilise de Smooth, on voit qu'avec Smooth, ça va assouplir mes côtés, comme on voit ici. Mais si je le fais en mode, entre guillemets, anti-smooth, ce que ça va faire, ça va repousser mes côtés, puis ça va faire un côté plus sharp à mes edges qui sont sur le côté. Et ce que je peux faire, si je vais à plusieurs reprises comme ça, c'est que plus ça va aller, plus que la transformation va aller loin, parce que si je prends ça à la base, ce que ça va faire, ça va prendre la position de ce vertex-là et de celui. En fait, les vertex qui sont autour. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 vertex. Ces 6 vertex-là. Et ça va faire une moyenne pour replacer celui-ci. Donc, ça va se mettre un peu. Bon, je simplifie un peu, ce n'est pas les algorithmes mathématiques exacts, je le sais, mais ça va replacer ce vertex-là par rapport à ceux-là. Le problème, c'est que ceux qui sont un peu plus loin, par exemple celui-ci, ben, les 4 vertex sont déjà alignés sur lui. Donc, qu'importe si on fait une moyenne, la moyenne de 4 fois 1, ben, ça va rester 1, malheureusement. Donc, cela ne va pas bouger. Mais chaque fois qu'on va avoir une différence un peu plus importante, ben, par exemple sur un coin ici, bien, ça va faire la moyenne des deux et ça va arrondir cette zone-là. Jusqu'à là, c'est bon? Oui. OK, très bien. Donc, ça, ce sont les outils de base en édition de géométrie. Après ça, il me reste une chose côté édition de géométrie à montrer qui est importante. Si je me crée un nouveau mesh, et je ne vais pas rentrer dans les modificateurs pour l'instant, mais ça va avoir son importance éventuellement. Donc, si je me crée 2 cubes ici, il y en a un où est-ce que je vais rajouter des edge loops proches de chaque coin, comme ceci. Là, ça s'en vient. Et voilà qui est fait. Et l'autre, où est-ce que j'en ai pas ajouté? Donc, techniquement, en ce moment, si on regarde les cubes, les deux sont exactement pareils. Tu es d'accord avec moi? Oui. Mais si je sélectionne les deux et que je fais CTRL 1 au clavier, voilà ce qui se passe. En faisant CTRL 1, on a créé ce qu'on appelle une subdivision. Dans Blender, les subdivisions, ça rajoute ce qu'on appelle un modificateur, modifier, dans la petite clé à molette ici. On ne va pas en parler tout de suite. On va regarder ça pour un peu plus tard dans les cours. Mais ce que ça donne, c'est que ça va...
je regarde mon cube ici, je me retrouve avec la même géométrie de base. Je peux encore l'éditer, la modifier. Mais après, ça va couper chacun de mes... En fait, ça va multiplier chacun de mes vertex en 2. Et ça va replacer ce vertex-là à la moyenne de sa position. Donc, par exemple, celui-ci, ça va couper ce edge-là et ce edge-là en 3. En 3 parce qu'il y a un autre vertex de l'autre côté. Et ça va replacer le vertex à la jonction de ces 3 edges-là, c'est-à-dire ici. Et comme on recrée d'autres vertex à chaque fois, par exemple, ça en a créé un autre ici. Celui-là vient se placer ici, et etc. Et on se retrouve avec plus de polygones. En 3D, c'est comme ça qu'on va faire des objets qu'on dit high res, haute résolution. En sachant où placer ce qu'on appelle des blockers ou des edge loops bien placés, comme ceci ici, on va réussir à prévoir où vont se retrouver chacun de nos vertex. Par exemple, si je me retrouve, je vais juste refaire un nouveau cube. Voilà. Cube. Oh, c'est pas ça que je voulais. Add cube. Hein? Je me retrouve avec 2 cubes ici. Et là, je vais juste faire une autre petite manipulation avant toute chose. Je le mets en mode Shade Smooth, juste pour qu'on voit bien. Ça, ce serait ce qu'on s'attendrait à voir un peu dans la réalité. Bon, là, il est peut-être un petit peu trop arrondi, mais ce n'est pas très grave. Tandis que ça, c'est ce qu'on retrouverait dans des vieux graphiques en 3D. Pourquoi? Si on regarde d'un point de vue microscopique, chaque objet dans le monde va avoir un petit arrondi sur les coins. Il n'y a pas un objet qui va être complètement droit, à part les couteaux très aiguisés. Ainsi, si je touche à un cube qui est à ce point sharp sur un côté, comme ça, eh bien, je vais me couper. On ne retrouvera jamais un objet qui est aussi carré que ça dans la réalité. C'est pour ça que c'est important de faire justement le petit arrondi qui est ici. Et c'est là que, justement, l'outil qu'on a vu tout à l'heure, qu'on appelle Bevel, peut avoir son importance parce que ça permet de faire ces arrondis-là automatiquement. Là, je vais le mettre comme ça et ça nous ouvre la petite boîte de dialogue ici qu'on peut justement décider de modifier un petit peu. Par exemple, en allant, qu'est-ce que je montre en premier? Si je rajoute des segments, bien, ça va rajouter justement des segments à l'intérieur du Bevel qui vont l'arrondir encore plus. Le défaut du Bevel par rapport au edge loop que j'ai utilisé tout à l'heure, donc si je regarde les edge loops que j'ai ici versus le Bevel que j'ai fait ici, les deux vont donner un résultat à peu près semblable. La différence, il y en a deux. La première, on va se retrouver avec un triangle sur les coins qui ont 3 côtés. Si on a plus que 3 côtés, par exemple 4 côtés, on va se retrouver avec un polygone à 4 côtés. Ça, ce n'est pas très problématique. Si on a 5 branches qui se touchent entre elles, on va se retrouver avec un polygone à 5 côtés. Ça, c'est un peu plus problématique. Et on peut monter comme ça jusqu'à 20 millions de côtés. Bon, j'exagère, il n'y a pas 20 millions de heads qui vont s'entrecroiser, à moins que vous soyez un très mauvais modélisateur. Mais ça peut causer un problème en termes de qualité de géométrie. Déjà, même avec un triangle comme ça peut poser des problèmes. On reviendra un peu plus tard dans la session sur une bonne topologie, mais sachez qu'un triangle, on peut en avoir. C'est un peu problématique, mais ça se contourne, il n'y a pas trop de problèmes. Normalement, un bon polygone a 4 côtés et plus que 4 côtés, c'est un problème. Il y a même des logiciels qui vont refuser d'importer un modèle qui a des polygones à plus que 4 côtés. Donc, c'est à savoir. En comparaison, mon objet ici a seulement des polygones à 4 côtés. Et en plus, contrairement à mon Bevel, il reste que je peux facilement modifier la force de mes blockers, comme ça. Donc, si je baisse celui-ci, par exemple, et celui-ci, eh bien, je peux facilement changer l'arrondi de cette zone-là comparativement à mon cube où est-ce que j'ai simplement placé des Bevel.
Si j'essaie de le faire manuellement, bon, celui-là va marcher. Celui-là va marcher à peu près. Mais après ça, on voit déjà, si je baisse encore un petit peu plus celle-là, on voit que je me retrouve avec une différence plus ou moins intéressante ici qui va poser des problèmes. Et après ça, celle-ci, oh, déjà, celle-ci, elle s'en va plus dans la bonne direction. Si je voulais sélectionner tout le tour comme ça, eh bien, ça ne marche plus. Si je veux sélectionner celle-ci, eh bien, encore une fois, ça va sélectionner vers le bas. Et ça me permet, en même temps, de vous parler d'une façon de sélectionner qui est assez pratique, qui s'appelle la sélection par Edge Loop. Si je veux sélectionner un tour, un Edge, je clique dessus. Si je veux sélectionner le tour complet du Edge, j'appuie sur Alt au clavier et je clique et ça va me permettre de sélectionner tout le tour du Edge. Petit truc rapide. Je le fais sans y penser, mais là, ça me permet de vous le montrer. Autre truc de sélection rapide, si je sélectionne un Edge ici et que je veux sélectionner jusqu'à ce Edge-là, j'appuie sur CTRL et je clique et ça va sélectionner le chemin le plus court entre les deux éléments sélectionnés. Petite variante, si je me mets en mode face et que j'utilise Alt pour sélectionner ce Edge-là, eh bien, ça va sélectionner ce qu'on appelle un Edge Ring. Donc, tout le tour, ça va sélectionner l'ensemble des edges perpendiculaires et ça va me permettre de faire le tour de mon objet, non pas avec un Edge Loop, comme je faisais tout à l'heure, qui est ceci, mais un Edge Ring qui fait ceci. Et encore une fois, si je sélectionne une face et que j'appuie sur CTRL, je sélectionne une autre face, ça va faire le chemin le plus court entre les deux. Donc, jusqu'à date, est-ce que ça va? Oui. Je le sais, ça fait un peu beaucoup de matière, mais l'avantage, ceux qui ne connaissent pas la 3D, ils pourront le réécouter et le mettre en pause, pratiquer un petit peu et réécouter le reste plus tard. Donc, de ce côté-là, ça va assez bien. Donc, quand on fait une modélisation, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est faire ce qu'on appelle un blocking. Donc, si par exemple, je veux modéliser une chaise, eh bien, je vais faire soit que je vais faire un blocking en plusieurs objets ou est-ce que je vais faire des manipulations de base. Et là, je fais volontairement une erreur pour ceux qui connaissent la 3D. Je vous l'explique dans 2 secondes pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, j'ai créé le siège. Je peux créer un autre cube. Cette fois-ci, je vais faire une patte. Ah, ça va être beau, là. Simple curiosité, Jérémy. Est-ce que tu as vu l'erreur que j'ai faite? Je l'ai manqué, j'étais en train de regarder Ah, OK. mon écran sur Blender. OK, je vais refaire la même erreur. On va voir si tu arrives à la trouver. Donc, si je recrée un autre polygone, on va faire le dossier cette fois-ci. Oh, c'est pas ça. Voilà. Ah, ça va être beau. Là, est-ce que tu as vu l'erreur? Ah, ouais. OK. Ne vends pas le punch, je l'ai expliqué. Okay. Donc, l'erreur que j'ai faite, là, je vais terminer ma chaise en mode très rapide. Voilà. D'ailleurs, pour dupliquer un objet, je l'ai dit au cours dernier, c'est Shift ou majuscule D au clavier et je peux faire soit ça va me dupliquer mon objet et ça va me mettre en mode G automatiquement. Je peux cliquer droit pour annuler la translation et garder mes nouveaux objets et les déplacer manuellement avec le gizmo. Donc, maintenant que j'ai ma chaise de fait, je peux commencer à la modifier. Bon, ça, c'est pas très beau. Et donc, je n'ai pas encore dit c'était quoi l'erreur. Rassurez-vous, c'est normal. Donc, disons que mon dossier est comme ça, je veux le modifier un petit peu. Je vais rajouter des Edge Loop. Et d'ailleurs, ça me permet de montrer la possibilité ici qu'on a avec Edge Loop Cut. On peut augmenter le nombre de cuts qu'on fait. Voilà, comme ça. Et là, voilà, j'ai transformé un peu mon dossier. Et je me retrouve avec une chaise. Bon, il faudrait que je la pousse un petit peu plus, mais j'ai une chaise qui est, entre guillemets, modélisée correctement. Entre guillemets. Bon, personnellement, ça, c'est encore dans le niveau du blocking, mais ça va suffire. L'erreur que j'ai faite, et là, ça va me permettre d'utiliser un dicton qu'on utilise encore aujourd'hui en 3D, Scaling is evil. Il ne faut jamais scaler un objet. On peut scaler ses composants, mais jamais un objet. Pourquoi? OK. J'ai mon objet ici, puis là, sans faire exprès, oups, je le scale dans une autre direction et je continue à travailler. Puis là, je dépasse mon nombre d'undo que je peux faire et je ne peux plus revenir au scale original de mon objet. Oups, c'est dommage.
Alors là, je me dis, ah, c'est pas grave, je vais juste le remettre à son scale de 1. Et voilà. Et mon objet, il est en wet. Wet. Et mon objet, il est en scale de wet. Wet. Et on est foutu. Donc, on se retrouve avec une géométrie qui est très mal foutue et on n'a plus moyen de revenir à ce qu'on avait à l'origine. Et ça peut être assez problématique. Si jamais vous avez scalé un objet, ça arrive qu'on fasse ce raccourci-là, on peut appliquer cette transformation-là pour justement que ceci, ça revienne à 1, 1, 1. Pour faire ça, on va aller dans Objet. On va aller dans Apply et on va faire Scale. Et maintenant, mon objet a à nouveau un scale de 1 partout. Donc, je peux maintenant le scaler par accident. Puis, oups, c'est pas grave, je le remets à 1. D'ailleurs, maintenant que je parle de ça, je me rends compte que je n'avais pas vraiment parlé de l'onglet Transform. En fait, l'onglet des propriétés de mon objet sur le côté ici. Si vous ne l'avez pas, vous appuyez sur N au clavier, ça va l'apparaître. Ou encore, vous pouvez utiliser la petite flèche ici pour le faire apparaître. Et ça, ce que ça va faire, de base, vous vous retrouvez avec ces 4 onglets-là, ces 4 séries de champs-là qui vous permettent de déplacer votre objet avec une précision mathématique. Donc, si je me mets en mode Edit et que je sélectionne, par exemple, voilà, les 3 faces ici, ce que ça va faire, ça va me donner la position médiane de mon objet ici, de ma sélection, et je peux, par exemple, décider qu'en Z, je peux augmenter ou baisser mathématiquement ça. Donc, ça me permet de dire que ça, OK, je le veux exactement à 1.24. Et il va se placer à 1.24. Si je sélectionne mon objet lui-même, et non pas un composant, je le retrouve avec ses transformations de base. Donc, par exemple, j'ai sa position, j'ai sa rotation qui, normalement, quand on modélise, devrait tout le temps rester à 0, 0, 0, et son scale devrait tout le temps rester à 1, 1, 1. Et ça reste quelque chose qui est excessivement pratique, surtout quand on veut faire des modifications qui sont excessivement précises sur un objet ou un composant. Ça, ce panneau-là, ça va vous sauver tellement de fois que vous ne les compterez plus. Dimension, ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. Ça, c'est ce qui permet de calculer la taille exacte de l'objet. Donc, ça va faire une espèce de boîte imaginaire autour et ça va donner la taille de cet objet-là. Donc, c'est une façon alternative de voir le scale. Par exemple, si je prends justement le X qui est à 2 mètres, ce qui fait une très grosse chaise, soit dit en passant, eh bien, un scale de 2 mètres, c'est considéré comme un scale de 1. Et si j'augmente le 2 mètres et que je le mets, par exemple, à 4, eh bien, je me retrouve avec un scale de 2. Et ça continue comme ça. Évidemment, je le sais que ça fait beaucoup de matière, mais j'essaie de donner l'ensemble des outils de modélisation, des outils d'édition de géométrie dans ce cours-ci. Comme ça, vous aurez la semaine, ceux qui regardent en différé, pour justement pratiquer ces éléments-là, quitte à mettre la vidéo sur pause, pratiquer l'élément que j'ai montré, le tester et vous l'approprier comme ça. Ça vous laisse du temps pour le digérer, si vous voulez. Jusqu'à date, est-ce que tu as des questions, toi, Gilles? Non. OK. Oui, je vais montrer le snap en même temps et aussi le proportional editing en même temps. Je vais juste attendre que ça disparaisse. Je ne sais pas si on le voit, mais j'avais le menu de zoom qui me cachait mes objets. On a ici l'onglet Snap. Le petit aimant ici, on peut l'activer. Là, maintenant, je suis en mode Snap. Et si je me mets de base en Increment, comme quand on ouvre Blender de base, eh bien, mon objet va se déplacer par incrément par rapport à la grille. Donc, si je me mets comme ça, on va voir que je vais bouger d'un carré, un carré, un carré, un carré, un carré. Ce qui est quand même assez pratique pour faire de la modélisation de style Minecraft. Mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. On peut lui dire que je veux, en fait, me snapper sur les vertex. Et là, ça va me permettre, par exemple, si je veux mettre cet objet-là à plat, eh bien, je vais le snapper sur un vertex qu'il y a ici.
Voilà. Et je vais aussi le snapper ici. Là, on voit que le coin ici arrive exactement sur le vertex. Si ce n'est pas ce que je veux, par exemple, je voudrais que ce soit le centre de mon objet qui soit aligné sur ce vertex-là. Ça peut arriver, on peut vouloir ça. Eh bien, on peut décider avec quoi on va le snapper. En ce moment, je suis au closest, donc le point le plus proche, ce qui est ce vertex-ci. Eh bien, je peux décider de me mettre, par exemple, en mode centre, ce qui va me mettre le centre de ma géométrie, donc c'est le point qui est ici. Et maintenant, je vais pouvoir le snapper sur le vertex que j'ai choisi. Et voilà, il est placé avec le centre. Parce que là, ça va. On a aussi médian, qui est le point médian de ma sélection. Et on a l'active qui va, si je suis, par exemple, en mode edit et que j'ai ceci qui est ma dernière sélection, eh bien, ça va se baser sur ceci pour snapper à l'endroit que j'ai de sélectionner. Et voilà. Juste une petite seconde. On peut aussi choisir un edge. Ça va prendre le edge le plus proche, la face la plus proche, le volume, donc le centre du volume. Donc, si je prends ça, par exemple, au lieu d'être le centre de mon objet qui est à peu près ici, on voit l'espèce de petit point, eh bien, ça va faire, ça va prendre en compte seulement le volume de l'objet. Donc, si je me reprends avec l'objet comme ceci, voilà, ça va prendre en compte seulement ce qui est à l'intérieur du volume lui-même et non pas ce qui est à l'intérieur de la bouncing box autour de mon objet. On peut prendre un edge center ou un edge perpendicular. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça reste dans les options. Donc, ça, c'était pour le snap. Dernier petit détail avec le snap. S'il est activé et que j'appuie sur CTRL, eh bien, on voit que ça va désactiver le snap. On voit que maintenant, je ne snap plus sur rien. Et à l'opposé, s'il est désactivé et que j'appuie sur CTRL, ça va activer le snap. Et on voit que maintenant, je snap sur mes différents objets, mes différents composants. En fait. Donc, je crois que ça fait le tour pour le snap. Il y a un détail que je n'avais pas dit tout à l'heure qui peut être intéressant dans les orientations de mon objet. Donc là, si je sélectionne cet objet-là, je vais lui donner une rotation un peu bâtarde, comme ça, et que je sélectionne, par exemple, ce edge-là. Et je me retrouve avec mes orientations que j'avais tout à l'heure. Mais on a aussi un petit plus ici. Ce qu'il y a d'intéressant avec le plus, si je le sélectionne, bam, ça va me créer une nouvelle orientation basée sur le edge que j'ai de sélectionner. Si je le rotationne un petit peu plus et que maintenant je ne suis plus en orientation par rapport à mon objet, eh bien, je peux me créer une nouvelle orientation par rapport à ce edge-là et ça va me permettre de continuer à transformer mon objet ou ses composants en restant dans la bonne orientation. Si je prends par exemple la face qui est ici, eh bien, je vais réussir à recréer une orientation qui est à peu près correcte par rapport à mon objet. Bon, ça, c'est à 45 degrés, mais c'est des choses qui arrivent. Est-ce qu'il y a des questions, madame? Est-ce qu'on peut changer notre point de pivot à un point spécifique, mettons ton objet, et après ça, snapper selon ce point de pivot? On peut, mais ça sera en utilisant le curseur qui est ici pour stocker la position, par exemple. Si je veux sélectionner par rapport à ce point-là, je peux décider que je vais faire Shift S, pour Cursor to Active. Et là, par exemple, si je sélectionne ceci, ceci et ceci, par exemple, je peux dire que je vais le mettre par rapport au 3D Cursor. Et voilà, je peux maintenant modifier à partir de ce point-là. C'est ça que tu voulais dire? Oui. Donc, tu peux le faire à partir de là. Et comme tu ne bouges pas ce point-là en particulier, tu peux utiliser encore le snap en mode vertex. Et là, je vais prendre closest pour la démonstration et snapper dessus. Okay. C'est la façon, je pense, la plus rapide et la plus efficace de le faire.
Pour ceux qui s'inquiètent avec le 3D Cursor, rassurez-vous, on va le voir un petit peu plus tard dans la session. C'est une question qui était peut-être un peu plus avancée, mais ça peut être pratique à certaines personnes. Ensuite de ça, il reste le proportional editing et l'importation, dis-je, de références. Donc, maintenant, pour ce qui est du proportional, je vais me créer une grid que je vais quand même diviser avec beaucoup de subdivisions. Je vais la mettre à 100 mètres aussi, comme ça on se retrouve à une division par 100 mètres. Et voilà, c'est fait. Là-dessus, je vais sélectionner un vertex au hasard. Voilà, celui-là. Quoique... Non, celui-là. Non, celui-là. Oui. Donc, maintenant que j'ai sélectionné un vertex parfait, voilà, je vais me mettre en mode Proportional Editing, qui est le petit onglet qui est le 1, 2, 3, 4e au centre ici. Et là, on va avoir passé l'ensemble des onglets qui sont en haut. Déjà, c'est bien. Et je vais juste aussi me mettre ici en Bounding Box Center. Comme ça, je suis centré sur le vertex parfait que j'ai sélectionné. Le vertex parfait. Voilà. Donc, voilà. Si je suis en mode Proportional Editing et que je décide de bouger ce vertex-là spécifiquement, jusqu'à date, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Mais si je garde appuyé sur ma transformation ici, que je garde ma translation active et que je joue avec la molette, vous allez voir ce qui se passe. Voilà, en ce moment, je scroll down avec la molette et voilà ce que ça donne. Je peux maintenant créer une petite colline de une. Je peux en créer une autre ici. Je peux changer aussi la taille de la colline, toujours en scrollant. Voilà. Je peux dire que cette zone-ci, je veux en fait que ce soit une vallée. Et voilà. Et voilà. Les coins, je peux dire que je veux que ce soit aligné plus vers le bas, comme ceci. Oui, quand on a des espèces d'artefacts un peu comme ça qui apparaissent, ça c'est parce que j'ai deux zones de proportional qui se chevauchent. Donc, je peux simplement baisser jusqu'à ce que ça disparaisse. Ou je peux aussi l'augmenter jusqu'à ce que ça disparaisse. Mais là, c'est toute ma géométrie qui est affectée. Donc, ce n'est pas la meilleure façon. Réellement, juste le mettre un petit peu plus bas, ça suffit. Et si vous trouvez que l'incrémentation entre deux coches est trop haute, vous pouvez appuyer sur Shift en scrollant pour vous mettre en mode précision, ce qui va permettre de réduire l'incrément de votre scrolling. Et voilà, disons comme ça. Et je me retrouve avec quelque chose qui va pouvoir me servir de base pour faire un petit paysage, par exemple comme ceci. J'ai placé une caméra, ça me semble magnifique. Je vais placer ma caméra correctement, comme on avait vu la semaine dernière. View, je me lock ma caméra to view, je peux la placer manuellement. Et voilà. J'ai une belle composition que je trouve merveilleuse. Je peux faire un test de rendu comme je veux le faire à fond. Je vais le mettre en mode Cycles. On va faire un petit test, voir ce que ça donne. Ah, c'est beau. C'est beau, là. Ça sent bon, ça. Ça, c'est parfait. Mais en mode solide comme tout à l'heure. Je ne vais pas bouger ma caméra. Voilà. Et je me retrouve avec quelque chose qui est à peu près correct en termes de modeling d'environnement pour une première version, disons. Ce ne serait pas assez pour quelque chose de plus complexe, mais éventuellement, ça peut servir de base. Des questions? Non. Très bien. Maintenant, il me reste une chose à montrer qui est assez importante pour aujourd'hui. On va importer une référence. Mais pour ça, on va devoir aller dans les propriétés du logiciel pour activer un add-on qui est très pratique. On va aller dans Edit, Préférences, et je vais aller directement dans
Add-on, qui est ici, et je vais taper Image. Et voilà. Moi, je l'ai déjà d'activer, mais si vous ne l'avez pas d'activé, cliquez simplement sur le petit carré comme ça. Vous l'avez d'activer. Maintenant, ce que ça va permettre de faire, ça va permettre d'aller dans File, Import. Et on a maintenant en bas complètement Image as Plane. Voilà. Et si j'ai été sélectionné tout à l'heure une image de référence que je peux utiliser. Et voilà. Je me retrouve avec une plane qui n'a pas l'air d'avoir quoi que ce soit, mais si je me mets Z avec Material Preview, je me retrouve avec une image ici que je peux utiliser comme référence pour de la modélisation. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais la replacer au centre, parce que là, on vient de voir une autre particularité du curseur 3D, c'est que c'est l'endroit où vont se matérialiser les objets que j'importe ou que je crée. Donc, si je crée, par exemple, un cube, eh bien, il va se matérialiser au niveau de mon curseur 3D. Donc, maintenant que j'ai créé mon image ici, ce que je peux faire, je peux me mettre en mode édite, je peux l'agrandir pour avoir la bonne taille. Parce que si je me mets simplement en scale, ça va changer mon scale ici. Je vais la placer à ras le sol pour l'avoir au bon endroit. Là. Je suis en vue de côté, donc je vais m'arranger pour que ma vue de côté soit centrée sur ma scène. Et voilà. Et ce que je peux faire aussi, je vais la tasser un petit peu plus loin pour ne pas l'avoir dans le chemin quand je vais modéliser. Je duplique avec Shift-D mon image plane. Je la remets au centre, mais sans toucher au Z pour garder toutes les deux la même hauteur. Je me mets en vue de face. Et là, ce que je vais faire, c'est simplement la faire rotationner sur le côté. Je vais la mettre à négatif 180 ici pour vraiment avoir la bonne orientation. Et je vais mettre ma vue de face au centre pour bien voir. Voilà. Et encore une fois, je la tasse du chemin comme ceci. Et maintenant, j'ai des références que je peux utiliser pour modéliser une chaise de bureau comme je veux. Bon, on voit ici qu'il y a deux modèles de dossiers qui avaient disponibles pour ce modèle-là. Donc, comme une de mes vues n'a que le petit dossier de disponible, ben, je vais me baser sur le petit dossier pour modéliser. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Non. Non? Très bien. En fait, quand Oui. on importe l'image, ça fait un nouveau matériel sur un plane qui est déjà comme Exactement. UV Unwrapped. Exactement. Dans le fond, la donne, ce que ça va faire, c'est vraiment un automatisme parce qu'on pourrait le faire manuellement, mais ce que ça impliquerait? Ça impliquerait qu'il faudrait que j'aille me faire une nouvelle plane. Ensuite de ça, que je lui donne la bonne taille par rapport à mon image, le bon aspect ratio. Donc, par exemple, disons que j'aurais 1920 par 1080 pour mon image de référence. Eh bien, il faudrait que je rentre dedans, que j'aille dans, que je lui fasse un scale comme ça, que je mette, par exemple, un 19.20 par 1,0.80. Voilà, là, maintenant, j'ai le bon aspect ratio. Je peux la réduire parce que je la trouve un peu plus trop grosse. Je vais juste enlever le proportional editing que je n'ai pas besoin. Et là, je pourrais faire un UV Unwrap. J'irai vérifier que mon Unwrap, c'est bien fait. UV Editing. Effectivement. Ah non, c'est vrai, je n'ai pas besoin de le faire parce que maintenant, les UV sont déjà faites de base dans Blender. Maintenant que ça, c'est bon, j'importerai mon image dans un nouveau matériel que j'irai mettre ici. Voilà, j'irai faire. Bref, il y a beaucoup d'étapes et il y a quelqu'un qui s'est dit « Hey, ça serait facile à automatiser, je vais le faire. » Je vais envoyer le add-on à Blender. Ce qui a été fait. Donc, c'est juste que ça a automatisé toute la procédure. Avant, on pouvait, comment je dirais ça, mettre des images planes qui étaient visibles en tout temps et snapper sur une vue seulement, qui était visible seulement dans telle vue, telle caméra. Ils ont enlevé ça parce que ça faisait des bugs avec la version 2.8. Je trouve ça un peu dommage.
Mais on peut se consoler en se disant que la plupart des logiciels 3D utilisent cette fonctionnalité-là. Donc, ça reste quelque chose de fonctionnel. D'autres questions? Non, c'est bon. OK. Donc, maintenant, si je devais commencer à modéliser cette chaise-là, je pourrais, par exemple, commencer par le dossier. Évidemment, je ferais ce qu'on appelle d'abord un blocking. Donc, je ferais, oh, c'est pas ça, add mesh cube. Et là, en ce moment, le petit problème que j'ai, bon, déjà, il n'est pas au centre, c'est que mon objet cache ma référence. Il n'y a pas de problème. On va juste aller modifier la façon d'afficher cet objet-là en allant dans ses propriétés. Donc, sur le côté ici, on a l'espèce de petit carré encadré ici. Et on va aller dans Viewport Display. On va le mettre en, non pas Textured, mais Wire. Et là, on voit seulement le wireframe de cet objet-là. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à le retravailler un petit peu. Je me mets en mode Edit. Et là, je peux le scaler à la bonne taille en vue de face. Là, comme ça. Je ne m'occupe pas pour l'instant des problèmes en termes d'arrondi et tout ça. Je fais vraiment juste le blocking de base. Et on va pousser ensuite de ça étape par étape. Donc, maintenant qu'il est correct en vue de face, je me mets juste un petit peu trop bas. Quelque chose comme ça. Je me mets en vue de côté. Et je peux maintenant le replacer au bon endroit en vue de côté. Là, je me rends compte que mes références ne matchent pas exactement d'un côté à l'autre. C'est pas grave, c'est assez commun dans les références. Généralement, on y va avec notre gros bon sens et on y va pour le mieux. En ce moment, ce que je peux dire, c'est que je vais probablement aller avec une moyenne des deux. Donc, je vais le mettre à peu près entre les deux références. Donc, quelque chose à peu près comme ceci, vite comme ça, un petit peu trop gros. Et à vue de nez, je dirais que ce serait correct pour un blocking. Si je veux le mettre juste une coche plus loin, je peux très bien décider de faire juste un petit arrondi, juste pour garder le bon volume de cet objet-là. Donc, voilà. Je peux prendre ceux-là. Non, ça ne va pas le prendre. 3. Et voilà, j'ai juste à le replacer ici. Et ça me semble bon pour un premier blocking pour le dossier. Je ne vais pas aller plus loin. Pas que juste pour une question d'équidistance. Et ça, on parlera de ça plus dans la portion sur la qualité de la géométrie et la topologie. Mais donc, je peux garder quelque chose comme ceci et c'est à peu près correct. Ensuite de ça, je vais m'attaquer au siège lui-même. Donc, encore une fois, je sors du mode Edit parce que sinon, ça va créer un nouvel objet à l'intérieur de mon objet. Et ça, ce n'est pas la meilleure façon de travailler. Add Mesh Cube. Et là, encore une fois, je vais aller changer son Viewport Display pour le mettre en Wire. Et ça, il faudrait juste que je le remette au centre aussi. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un moyen, à la place de tout mettre les objets en Wire, de mettre l'image comme à moitié transparente, mais toujours en avant? Je ne me suis pas penché sur la question. J'imagine qu'il y en a. En fait, si je le mets, je vais voir s'il l'a là-dedans. In front. Mais je pense. Donc, oui, on peut le mettre en in front. Et si je me mets ça en textured, on va voir si ça marche. Ça me l'a mis. In front, non. Parce que ce que ça fait quand on le met en in front, c'est que ça le met. Ça va juste garder les. Si je regarde ici. Ça va juste garder sa forme de base qui va apparaître par-dessus, normalement. Mais moins que je le mette. Je vais essayer de le mettre devant. Wow. Et que je prends ça. Ah, oui, on peut le mettre comme ça. Mais là, ce que ça va faire, si je le rotationne comme ça va me mettre en ce qu'on appelle Hidden Line Removal. Donc, on ne va pas voir ce qu'il y a derrière. Et ça peut être un peu problématique. Mais on peut effectivement le laisser comme ça.
Ah, et c'est celle-là que j'avais mis en... à moins que... Attends une seconde. Si je le mets en wire, celle-là, je vais voir. Parce que je sais qu'avant, ça ne permettait pas de le faire, mais là, je viens de voir quelque chose. Ah oui, ça me le laisse cool. Parce qu'avant, dans 2.7, je pense que ça le cachait, ou 2.6, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'à une époque, ça ne le permettait pas. Donc, on peut le faire comme ça aussi. Mais ça reste que c'est mieux de le mettre en wire parce que ça permet justement de voir l'ensemble du mesh, même ce qui est derrière. Ce qui est, quand on fait un blocking, pardon, ça reste assez pratique. Donc là, je vais juste aller replacer. Tu fais ça, moi? Oui, j'ai fait cette erreur-là, comme tantôt. Là, c'était pas voulu, par exemple. Donc, mesh, apply, non, objet, pardon, apply, scale, et voilà, c'est réparé. Je vais juste remettre ça au bon endroit. Et là, ça va être la particularité un peu bizarre parce qu'on a deux formes qui sont un peu incompatibles en vue de face et vue de côté. Ils ne sont pas vraiment la même, donc ça va être un peu bizarre, mais on va essayer quelque chose quand même. Juste le mettre en 3 subdivisions pour essayer de bien le placer. Là. Là, ça n'a pas de l'air problématique, mais quand on va passer en vue de face, on va voir qu'il y a des trucs un peu bizarres qui sont passés. C'est pas grave. Là, il est un petit peu trop épais, mais je prends en compte qu'en vue de face, il était quand même plus épais. Ah non, il n'était pas plus épais, c'est moi qui me fais des idées. Donc, je peux simplement sélectionner toutes les faces du haut, comme ceci. Je mets en vue de côté, on va le baisser un petit peu, juste pour que ça aille au bon endroit. Là. On va remonter ça un tout petit peu. Là, ça me semble pas trop mal. Il y a juste le edge ici qui est un peu trop loin. Le replacer, voilà, c'est bon. Si je me mets en mode en vue de face, on voit que justement, il y a comme plusieurs edges où est-ce qu'il y en avait juste un, puis où est-ce que la référence en montre juste un. C'est pas grave, c'est dans la normalité. Ce qui va être important d'aller récupérer ici, c'est l'espèce de petit renfoncement qu'il y a au centre ici. Je crée deux nouveaux edge loops comme ça. Et voilà. Et en utilisant le scale, juste en X, je vais pouvoir aller les replacer comme ça. Et je fais attention parce que le bas, lui, est complètement plat, mais le haut, lui, est un peu rabaissé. Donc, je me mets en Edge, je mets en sélection, et voilà. Je rebaisse le tout. Et ça va être bon pour un blocking pour l'instant. Là, je ferai cette étape-là pour chacun des éléments de mon objet. Donc, si je regarde ma chaise de base, j'irai avec le petit cylindre qui est ici, le plus grand cylindre. J'irai faire les bras. Je peux peut-être me permettre de faire les bras parce que ceux-là, je sais que ça va peut-être faire peur à certaines personnes parce que, bon, ça a l'air d'être une forme très complexe. Rassurez-vous, ça ne l'est pas tant que ça. Donc, à vue de nez, je dirais que c'est basé sur un prisme à base rectangulaire. Quand est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là dans la vie de tous les jours? Prisme à base rectangulaire. Donc, là, ce que je vais faire, je vais donc me partir un nouveau cube. Add cube. Et j'en profite aussi. Oups, c'est vrai, j'étais en mode edit, pardon. Add mesh. Si vous donnez un petit truc en modélisation tant qu'à y être. 0 plutôt, ce serait mieux. Ah. Et là, je vais le placer au centre ici. Juste m'assurer qu'il est au centre. Là, on va le mettre comme ça aussi pour rester. Là. On peut aplatir ça ici. Quoique non, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais juste le placer
à peu près à l'endroit d'un de mes bras, comme ça. Et ça devrait être bon. Mais en mode edit, je le scale jusqu'à ce que j'ai la bonne taille. Et là, on voit encore une fois que mes deux références ne collent pas l'une à l'autre. Comme la hauteur me semble un peu plus précise sur... que je vais mettre en 3D. Je vais juste me remettre ça en solide pour l'instant. Et je vais prendre la bonne taille pour mon cube. Oups. Voir ce qu'il y en est. Ça me semble bon. Okay. Et on voit que justement, il est un peu plus bas. Donc, je vais le mettre vraiment à peu près à la hauteur de mon siège ici. Je le remets au centre. En X, oui, c'est ça. Et là, ce que je vais faire, je vais aller directement diviser mon cube en deux. Et là, je vais vous montrer un petit truc. Pour ceux qui n'ont jamais fait de 3D et que c'est leur première expérience ici, je vous demanderais de le faire en même temps que moi. Je vais y aller tranquillement. Et d'ailleurs, juste au cas où que vous n'ayez pas fait le lien, on peut supprimer un constituant de mon objet simplement en utilisant la touche Delete au clavier. Là, ça va nous demander qu'est-ce qu'on veut déliter exactement. Dans ce cas-ci, je veux effacer complètement les faces. J'efface les faces, j'efface celui-ci aussi. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je me retrouve avec un demi-cube. Et ce que je peux faire pour me faciliter la vie, je me mets en mode objet, je vais aller dans mes modificateurs sur le côté ici avec la petite clé à molette et je vais simplement aller prendre un outil miroir, ce qui va me créer une copie miroir de mon objet. En X, je pourrais le mettre aussi en Y ou en Z. Là, on ne le voit pas parce que justement, ça fait juste tourner mon objet de côté. Mais en X, comme j'ai effacé la partie de l'autre côté de l'axe des X, ça va me permettre d'avoir une copie miroir de mon objet. Et chaque modification que je vais faire va s'appliquer aussi à la copie miroir. Donc, ça va me permettre d'aller chercher directement. Juste le placer à peu près au bon endroit. Voilà. D'aller chercher directement la bonne forme des deux côtés. Là, je vais juste faire ceci. Je le place. Et là, je vais faire une rotation 45 degrés. 5. Il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Voilà, là c'est mieux. Je vais juste le placer au bon endroit par rapport à ma référence. Ensuite, je vais aller voir dans la réalité ce que ça donne. Là, il n'est pas exactement... Bah, pour l'instant, ça va aller. C'est juste le blocking, on le rappelle. Donc, je me remets en face. Je refais une nouvelle extrude. Et là, encore une fois, je le rotationne de 45 degrés pour me retrouver à 90 par rapport à voyons, à ma forme originale. Et je peux maintenant extruder ça vers le haut. Je me rends compte qu'il y a une légère différence. Je le tasse un petit peu sur le côté. Voilà. Je peux maintenant aller sur le côté. Je me rends compte que, cette forme-là est censée s'en aller légèrement vers la gauche. Donc, je peux le replacer ici. Je peux aussi prendre celle-ci et le replacer sur le côté. Idem pour celle qui s'en vient. Vous allez sélectionner. Là, ça devient un petit peu difficile ici parce que c'est pas une forme qui est complètement plane. On va y aller à l'œil, c'est pas trop grave. Là, jusqu'à ce que ce soit à peu près correct. Comme je le dis, pour ça, je vais y aller à l'œil. C'est pas un très gros problème. Je pourrais aussi
y aller avec la forme de base ici, mais je pense que ce serait peut-être un petit peu overkill de ce côté-là. On va se contenter de ça pour l'instant. Et je me retrouve avec le blocking de fait pour un des deux bras, ben, un des deux supports de bras de ma chaise. Et ça me permet en même temps de voir que quand je vais faire la modélisation finale, il y aura cette partie-ci où est-ce que je ne pourrai pas me fier à 100% à la référence, malheureusement. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit malheureusement prendre un peu... on doit en prendre d'habitude quand on travaille en 3D. Les références ne sont pas très souvent parfaites. C'est un peu un problème. Donc, pour votre première expérience en modélisation, choisissez un objet le plus simple possible, évidemment. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai mon objet complet qui est modélisé en mode blocking. Et ensuite de ça, on va mettre en solide ici. Toujours en me fiant régulièrement à la référence, je pourrais commencer à rajouter des détails, par exemple mes bloqueurs pour avoir la bonne forme. Et là, ah ben, celui-là, il n'est pas trop mal. Il est peut-être juste un petit peu trop arrondi sur les extrémités ici. Donc, ce que je vais faire, rajouter un bloqueur ici, un bloqueur ici. Je regarde la forme. C'est déjà bon. Donc, je n'ai même pas besoin de me compliquer la vie à déplacer les bloqueurs. Ils étaient déjà bien placés. Je remets en mode de côté. De quoi ça a de l'air? Ça me semble à peu près bon. Peut-être juste rajouter une subdivision ici pour donner un côté un peu plus droit ici. Et je vais en profiter aussi juste pour aller assouplir un petit peu le bas et le haut. Juste pour dire que j'ai une forme un peu plus arrondie, même en mode non subdivisé. Et voilà. Un petit peu en arrière, et voilà. Ça donne une forme à peu près correcte. Et j'ai ma chaise j'ai le dossier de ma chaise qui est maintenant arrondi de façon acceptable, qui est smoothable, comme on dit. Je peux faire la même chose avec le banc, donc CTRL 3 pour faire une subdivision de nombre 3. Donc, tantôt, j'avais utilisé CTRL 1 pour avoir, je regarde, CTRL 1, j'ai une subdivision, CTRL 2, deux subdivisions, CTRL 3, trois subdivisions. Je trouve que 3 subdivisions pour un objet qui est censé être très smooth comme ça me semble à peu près bien. Et là, si je regarde justement les deux angles principaux, je me rends compte que de côté ici, ça ne marche, de face, pardon, ça ne marche pas trop bien parce que justement, il y a le haut qui est censé être beaucoup plus pincé. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais faire un petit peu la même chose que j'avais fait tout à l'heure avec mes bras. Je vais me faire un miroir pour rendre ça le plus facile à travailler possible, puis que je n'ai pas à m'occuper d'avoir deux fois les mêmes choses à faire. D'ailleurs, petit truc pour sélectionner un morceau de géométrie qui reste comme en ce moment, je peux sélectionner n'importe quel composant, je fais CTRL-L et ça va sélectionner tout ce qui est lié à mon composant. Maintenant, je fais Delete et je peux supprimer ce qui reste. Maintenant, je prends mon objet en mode objet, je me mets un petit modificateur miroir et je peux maintenant travailler en symétrie. Ce que je vais faire déjà, allez, sélectionner. J'ai une question. Vas-y. C'est quoi la différence entre CTRL-L et juste faire L? Parce qu'il y en a un que ça dit Linked All, puis l'autre que ça dit Select Linked. OK. Genre... L, pardon, ce que ça va faire, si je prends par exemple un objet, deux objets par exemple. Attends, me laisse-tu le faire? L. Linked. Est-ce que j'ai Linked All? C'est une très bonne question. Moi, j'utilisais juste le CTRL-L. Donc, vue vif, parce que si tu sélectionnes en mode objet, tu peux. Parce que CTRL-L en mode objet, c'est pas la même chose. Donc, je pensais que c'était à ça que tu faisais référence, mais je dois dire que
tu me poses une colle et je ne le sais pas, malheureusement. Je vais faire une petite recherche rapide, voir si je trouve la réponse. Using L. Il y aurait une différence, mais c'est vraiment minime. Donc, ça revient presque à la même chose. Et de ce que je peux voir, la différence va surtout s'appliquer quand tu travailles avec des courbes de Bézier. OK. Donc, comme je ne veux pas rentrer dans les courbes de Bézier pour l'instant, je ne vais pas approfondir la question, mais il semblerait que ça revienne à peu près au même quand on est en mèche. Bien qu'il y ait une légère différence, ça reste à peu près la même chose. Donc, on va rester là-dessus pour l'instant. Et là, justement, si je continue à faire le raffinement de ma forme, je me rends compte qu'une fois subdivisé, c'est bien, mais j'aimerais quand même avoir quelque chose d'un peu plus accurate quand je ne suis pas subdivisé. Donc, je vais juste rebaisser ça un petit peu. Et si je me mets en mode face, ça me semble à peu près correct. Il y a juste ici qui est un peu trop... je sélectionne ceci, qui est un peu trop pincé par rapport à ma référence. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement aller sélectionner les edges d'en bas et je vais les repousser un petit peu jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui corresponde un peu mieux à la courbe que j'ai sur la référence. Et voilà, j'ai le siège qui me semble à peu près correct dans cet angle-là. Je vais regarder de côté. Ça, la courbe est un peu trop prononcée en avant et en arrière. Donc, ça, je vais faire exactement ce que j'ai fait sur le dossier. Je vais simplement rajouter un edge ici que je vais ensuite aller arrondir un petit peu en avant et en arrière, juste pour dire, voilà, je pense que ça, c'est bon. Idem en arrière. Là, je me retrouve avec quelque chose en arrière qui est un petit peu trop poussé vers l'arrière. On peut le réavancer un petit peu, juste pour avoir quelque chose qui est un peu plus proche de la référence. Et voilà, quelque chose comme ça, c'est bon. Et je me retrouve avec la chaise dont le siège est maintenant modélisé. J'en profite aussi pour revenir sur quelque chose que j'ai montré rapidement tantôt, le Shade Smooth. Si je regarde mon objet en ce moment, il a l'air d'être constitué de plein de petites facettes. On s'entend qu'un siège comme ça ne serait pas la chose la plus confortable au monde. Donc, ce que je peux faire, c'est simplement aller dans Objet, faire Shade Smooth. Et là, on va voir que maintenant, l'objet, sans avoir plus de polygones, a l'air beaucoup plus lisse qu'il l'était tout à l'heure. Idem avec ça. Ce serait bien si j'étais en objet ici. Smooth. Et je pourrais le faire avec mes bras tout de suite, mais on va voir ce que ça donne. Je le mets en Shade Smooth. On a l'impression que c'est un cylindre, même si je regarde comme ça, on voit que c'est un espèce de carré rectangle un petit peu, mais vu comme ça, vu vite, ça a l'air d'être un cylindre. Ça, c'est parce qu'on n'a pas encore fait les subdivisions, donc le logiciel a un petit peu de mal à l'approximer, mais si j'arrive à faire mes bloqueurs comme ceci, correctement, très rapidement, on voit que maintenant l'approximation est beaucoup plus juste comme ça, même sans subdivision. Et si je fais une subdivision, on voit que est-ce qu'il me fait ma subdivision ou il ne la fait pas? Ah, le vilain. Voilà, il faudrait que je le sélectionne, ça irait mieux. Et voilà, j'ai une subdivision.
Et on voit que maintenant, justement, l'approximation est quand même beaucoup plus réussie. Et si je le mets, encore une fois, en mode flat, comme il était tout à l'heure, on voit presque plus les facettes parce que, justement, avec les bloqueurs, les facettes sont rendues tellement petites dans les arrondis que ça fait presque plus de différence. Et si on regarde le petit spéculaire qu'il y a ici, on devrait peut-être voir une différence si je le mets en mode smooth. C'est subtil, mais on le voit. Donc, et je continuerai comme ça avec chaque élément de ma chaise. Donc, le deuxième bras ici, je ferai aussi éventuellement le support de dossier, l'espèce de petite rondelle ici qui sert probablement à faire la jonction entre le siège et le support central. Je ferai le petit levier qui est ici et je continuerai comme ça. Est-ce que tu as des questions? Non. Je sais, ça en fait beaucoup. Hein? Ah, c'est correct. Mets-toi dans la peau de quelqu'un qui n'en a jamais fait, par exemple. Ouais. Heureusement, avec la vidéo, on peut mettre en pause, fatiguer ce que je dis et revenir après. Mais ça reste un petit peu chargé, je le sais, mais je voulais quand même que les gens aient la semaine au complet pour pouvoir pratiquer plutôt que de diviser ça en 2 cours. Donc, est-ce que vous allez mettre les 2 images dans la description? En fait, ce que j'ai fait, en fait, celle-là, ouais. Tu pourrais, moi, ce que je te dirais, j'ai juste tapé Chair Blueprint sur Google, puis c'était la première qu'il y avait dedans. Okay. Comme je n'ai pas regardé si elle était libre de droit, je me sens un petit peu mal de la redistribuer. Okay. Donc, je t'invite à le faire. Et d'ailleurs, ça permet aux gens de choisir peut-être des chaises qui sont plus adaptées à leur niveau de modélisation. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la pratique de cette semaine, moi, ce que je recommanderais, soit modéliser une chaise ou un objet simple en vous basant sur une référence. Un objet que je recommande souvent de modéliser, c'est tout simplement une coupe de vin, parce que ça, même sans référence, on peut s'en sortir, mais je recommanderais quand même à tout le monde d'utiliser une image de référence, ne serait-ce que pour se pratiquer à importer une image de référence dans Blender. Donc, si je fais rapidement une coupe de vin, à partir de rien, là, j'ai juste modélisé ça de base. Je me crée un cylindre. Juste ouvrir les propriétés de mon cylindre. Je ne vais pas me mettre 32 subdivisions. J'en ai pas besoin d'autant que ça. 8, ça devrait suffire. Et je n'ai pas besoin que ce soit 1 mètre, mais juste pour éviter d'avoir à jouer avec le far et le near clip plane. On verra ça plus tard, rassurez-vous. Je vais rester à 1 mètre et ça me semble bien. Donc, je vais utiliser ça. Je vais isoler cet objet-là, donc soyez pas surpris, tout le reste va disparaître. Pour ça, on utilise le barre oblique sur le clavier, le pavé numérique, ceux qui voudraient le faire. Donc maintenant, je ne vois que cet objet-là et si je réappuie sur barre oblique, encore une fois, je ressors du mode isolé. C'est assez pratique. Donc, si je prends mon objet, je me mets en mode Edit, je sélectionne la face du haut et là, vous allez voir à quel point c'est facile de modéliser une coupe de vin. Donc, je fais un extrude, je clique droit pour sortir du mode extrude et je fais un scale qui me permet de faire l'épaisseur de mon verre. Je fais un autre extrude, je le fais. Je le déplace vers le bas pour avoir la profondeur de ma coupe de vin. Je vais à l'intérieur de mon objet pour voir où arrive la profondeur. Que je pourrais aussi, si je veux, me le mettre simplement en mode wireframe pour voir qu'est-ce que je fais. Donc, ça se fait très bien aussi. En mode face, juste pour avoir une épaisseur constante. Et là, ce qu'il va y avoir de particulier, comme ici, j'ai un polygone à 8 côtés, c'est pas très bien. Ce que je vais faire, je vais simplement faire un premier extrude, je vais le scaler un petit peu et je vais faire un deuxième extrude, clic droit, et je vais faire M au clavier pour me mettre en merge et je vais le mettre à Add Center. Regardez bien ce qui va se passer. Et voilà, je me retrouve avec simplement des triangles. Je l'ai dit, les triangles, ce n'est pas la meilleure chose à avoir en 3D, mais regardez bien, on va faire un petit truc de magie. Je sélectionne les edges de mon triangle fan au centre, parce que oui, on appelle ça un fan. Donc, un ventilateur en français.
Si je sélectionne un edge sur 2, regardez bien ce qui va se passer, c'est magique. Et je delete face. Non, edge, pardon. Delete edge. En fait, on doit choisir Dissolve Edge, ça sauve des problèmes éventuellement. Pas dans ce cas-ci, mais dans d'autres cas, ça peut jouer. Donc, prenez l'habitude de prendre Dissolve Edge. Ça va vous sauver de mauvaises surprises éventuellement. Je vais en parler dans la topologie, mais pour l'instant, dites-vous simplement que quand vous voulez effacer des phases, vous faites. Je vais juste sélectionner une face pour le montrer. Donc, Delete, on choisit face. Et quand on est en Edge, on recommande de plutôt faire Delete et faire Dissolve Edge. Donc, juste une petite nuance. Pour l'instant, ça va aller. Et maintenant, je continue à faire la création de ma coupe de vin. Je vais juste sélectionner mon polygone au centre. Ce que je vais faire ici, je vais faire un nouvel extrude vers le bas un petit peu. Je fais le bas de ma coupe de vin comme ça, donc juste pour avoir un petit arrondi une fois subdivisé. Je fais un nouvel extrude. J'ai peut-être pas été assez fort, un petit peu plus loin. Un nouvel extrude. Je fais le pied de ma coupe de vin. Un nouvel extrude. Je fais sa base. Je la descends un petit peu. Et peut-être un petit peu grande. Et un nouvel extrude pour avoir une épaisseur à ma base. Et voilà, le modeling de base de ma coupe de vin est prêt. Il va juste aller. Je vais juste me remettre en solide pour l'instant. Voilà, ça va mieux. Je resélectionne mes 4 polygones centraux juste pour aller les rabaisser un petit peu et avoir un arrondi aussi à l'intérieur de tout ça. Parce que là, c'est bon. Je resélectionne ceci pour aller éliminer mon polygone à 306 000 côtés. Extrude. Fais un petit rebord. Une nouvelle extrude. Scale. Je le rabaisse. Nouvelle extrude. Scale. Nouvelle extrude. Et là, M at center. Et je me retrouve avec, encore une fois, une triangle fan que je vais convertir en polygone à 4 côtés très facilement. Dissolve Edge, pardon. Et voilà. Une coupe de vin constituée exclusivement de quad, de polygones à 4 côtés. Il ne me reste plus qu'à la rendre subdivisable en rajoutant mes bloqueurs aux bons endroits. J'en profite pour dire que je dis bloqueur, je ne sais pas si c'est un terme que tout le monde utilise. Moi, j'utilise parce que mon prof de modeling l'utilisait. Je n'ai jamais été me poser la question si tout le monde l'utilisait dans l'industrie. Donc, soyez pas surpris si vous n'entendez pas ça. Moi, je l'utilise. Si vous voulez l'utiliser, tant mieux pour vous. Ici, je me fais un petit bevel. J'ai peut-être trop de subdivisions parce que tantôt, j'avais mis 3 segments en subdivision. J'en veux juste un pour l'instant, ça va suffire. Je peux me faire aussi un bevel ici, B. Et voilà. On va me faire un nouveau petit edge loop sur le bas, comme ça. Et maintenant, normalement, ma coupe de vin devrait être subdivisable. Je peux la mettre en objet Shade Smooth. Évidemment, si vous voulez la refaire en même temps que moi, je l'invite à faire étape par étape et à mettre pause entre chaque fois le temps que vous preniez l'habitude de le faire. Ça va probablement aller mieux. Et j'ai maintenant une magnifique coupe de vin qui m'a pris à peu près 3 minutes et quart à modéliser. Je n'ai pas calculé, mais j'imagine que c'est à peu près ça. Est-ce que tu as des questions? Non. Non? Très bien. Donc, à la maison, si vous avez des questions, je vous invite à laisser des commentaires. Je vais essayer de répondre régulièrement aux commentaires et aux questions qui apparaîtront sur YouTube. Ça va me faire plaisir. Ne vous sentez pas gêné pour ça. Donc, pour l'instant, je crois que c'est tout pour cette semaine. Et là, je me retrouve avec un espèce de monstre hybride dans une chaise et une coupe de vin. C'est pas... Enfin bon, c'est presque art déco, en fait. C'est presque... En fait, non, je dirais presque kitsch, en fait, si je la monte un peu, juste comme pour dire, comme ça. C'est presque cool. Enfin bon. Donc, je crois que ce sera tout pour cette semaine. Un dernier appel aux questions. Est-ce qu'il y a des questions sur la matière qu'on a vue cette semaine? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre que je n'ai pas dit? Une autre question que je voulais poser puis que j'ai oublié tantôt. Vas-y. En revenant à l'outil de couteau, oui.
je sais que dans Maya, si on sélectionne un edge à couper et qu'on fait CTRL-SHIFT, on est capable de couper perpendiculairement à cet edge-là. Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose comme ça dans Blender aussi? Je n'ai jamais. Attends une seconde. Avec le Edge Tool, le Knife Tool, si je. Donc, tu veux dire couper à partir du centre, dans le fond? Bah, n'importe où sur le edge, juste faire une ligne perpendiculaire au edge. Donc, perpendiculaire. Donc, attends une seconde. C'est les raccourcis clavier de base. Oui, en appuyant sur CTRL, si tu regardes, là, on ne le voit pas sur le contrôleur, mais si tu regardes l'emplacement des vertex, tu vois qu'ils sont placés au centre, donc c'est perpendiculaire par défaut. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. En fait, c'était pas juste qu'il snap. C'est ça, il fait juste snapper au centre. Mais si, mettons, tu Ça, je veux vais juste me pas prendre un meilleur être objet. au centre. Si tu veux pas être au centre, attends une seconde, on va juste créer un cube, ça va être plus facile de voir dessus, le centre dessus, voilà. Donc, si je prends le Knife Tool, hein, et que tu veux pas que ce soit au centre, est-ce que... Moi, ce que je te dis, à vue de nez, bon, après ça, moi, ce que je te dirais, ça vaut ce que ça vaut. Une fois que tu as fait... J'ai supprimé ma découpe, désolé. Donc, une fois que tu as fait ta découpe, il n'y a rien qui t'empêche après ça d'éditer sa position. Pour faire ça, je vais juste te donner le raccourci clavier utilisé pour ça. Tu fais Shift-V. Shift-V. Regarde bien ce qui va se passer. Il faudrait que je sélectionne le Edge, mais Shift-V, tu peux ensuite le faire glisser le long du Edge. Moi, je te dirais que c'est probablement le plus simple. C'est quoi la différence entre Shift-V et double-cliquer sur G? Si je double-clique sur G, attends une seconde. Ah, Shift-V, on a plus d'options, on dirait. Oh. En fait, je vais juste vérifier quelque chose. Je pense que j'ai trouvé. Oui, en fait, c'est que je pense, donne-moi juste une petite seconde. Je pense que j'ai trouvé, mais je vais juste vérifier pour ne pas dire de bêtises. En fait, ça a l'air d'être à peu près... OK. On a quelqu'un qui vient de s'ajouter. Bonjour Clark, qui arrive un peu sur la fin, malheureusement, mais la vidéo sera disponible au courant de la semaine. En ce moment, je suis juste en train de répondre à une question sur G. En fait, le Edge Slide qu'on appelle dans Blender. J'essaie juste de voir. Vert Slide, Shift V. Non, c'est exactement la même fonction. Si tu regardes le haut de l'écran ici, je fais une fonction, on voit le nom de la fonction qui s'affiche. Ah ouais, ok. Donc, c'est vraiment probablement qu'il y en a un qui est Legacy, puis que l'autre, c'est la nouvelle façon de fonctionner dans Blender, peut-être. En fait, bon, c'est à surveiller, mais ça a l'air d'être simplement un raccourci alternatif, effectivement. Mais je veux dire, il y avait quelqu'un qui avait calculé qu'il y avait à peu près 4000, je pense, raccourcis clavier dans Blender. Donc, faut pas. D'ailleurs, si quelqu'un à la maison veut s'amuser à perdre 2-3 jours de sa vie pour ça, peut aller dans Préférences, aller dans Input et si vous regardez. Attendez, c'est-tu Input? Dans Keymap. Ah oui, Keymap. Avant, c'était dans Input, pardon. Ouais. Dans 2.7 et avant, c'était dans Input. Donc, si vous allez dans Keymap et que vous ouvrez la totalité des onglets de raccourcis, vous pouvez vous amuser, si ça vous tente, à compter le nombre de raccourcis clavier qu'il y a de disponibles dans Blender.
je ne vous dis pas que c'est une bonne idée, mais si vous avez effectivement 3-4 jours à perdre dans votre vie parce que vous devez, je sais pas, pour les impôts ou quelque chose, vous devez justifier que vous avez du temps à perdre, bien, vous pouvez utiliser ça et perdre 3-4 jours à compter le nombre de raccourcis clavier qu'il y a dans Blender. Vous voyez, il y en a, comme on dit dans un terme technique très poussé, il y en a un char puis une barge. Donc, et effectivement, il arrive qu'il y ait des doublons comme GG/Shift-V, ça a l'air d'être le même. Et effectivement, la fonction qui a l'air d'être appelée est la même si on regarde sur le côté. Même les raccourcis, même les options ont l'air d'être les mêmes entre les deux. Donc, j'imagine que c'est exactement la même chose. Je vais juste voir. OK. Non, on a vraiment les mêmes options qu'on voit apparaître sur le côté, même ici. Donc. Et petite particularité à Blender, je ne sais pas s'ils l'ont enfin mis dans Maya, je n'ai pas vérifié, mais on a même l'autocorrect des UV si on a déjà fait les UV. Ceux qui ne savent pas encore c'est quoi les UV à la maison, rassurez-vous, c'est normal, on ne l'a pas encore vu. Les UV, c'est la projection qu'on utilise pour faire des textures. On en reparlera éventuellement. Je vais juste aller voir, j'ai le plan de cours à côté. Ça, on le reverra dans le cours 5 qui est prévu le 19 juillet sur les UV, shading et texture. Donc, ça s'en vient. La semaine prochaine, si vous êtes curieux, on va voir les modificateurs, la subdivision de surface et la subdivision de surface. On l'a survolé pour l'instant. Il y a d'autres modes de subdivision de surface qu'on va voir ensemble. Et aussi, on va commencer à voir les règles de topologie, des heures de plaisir. Parce qu'avec, juste le préciser, parce qu'avec les règles de topologie, on peut commencer à faire, et là, ça va en intéresser quelques-uns, on peut commencer à faire des personnages. Et ceux qui se cherchent un personnage à modéliser très facilement, un que j'aime beaucoup faire, que je fais à peu près 1 ou 2 fois par année, du moins le visage. Character sheet. Si on prend Character Sheet Gadget à Crunch, qui est un personnage de Rescue Rangers dans Chip and Dale, un très vieux dessin animé des années 80 par Disney, on a la Character Sheet originale qui était donnée aux animateurs. Et on a en bas ici, justement, une belle référence qui marche quand même assez bien en 3D. On doit quand même l'adapter, je ne vais pas vous le cacher. C'est un petit peu comme la chaise qu'on a vue tout à l'heure. Il y a des petites incohérences et on doit un petit peu faire une rotation sur Photoshop parce qu'on voit que ce n'est pas tout à fait droit. Mais ça reste que c'est une très bonne base pour un modèle qu'on peut utiliser. Donc, ça reste un très bon exercice de niveau débutant / intermédiaire quand même, mais quand vous allez avoir pris l'habitude de modéliser des chaises, bureaux et autres, ça reste un premier bon personnage assez facile à modéliser, je pense. D'autres questions? Non. Non? Est-ce que ça commence à faire peur ou ça va? Moi, ça va, là. OK. Si vous êtes en mode panique et hyperventilation à la maison, rassurez-vous, ça va bien. Regardez la vidéo étape par étape. Mettez sur pause quand vous voulez. Réécoutez plusieurs fois si vous en avez besoin. Mais sans vouloir paraphraser un slogan qu'on entend un peu trop souvent ces temps-ci, ça va bien aller. Et c'est ce qui termine la vidéo de cette semaine. Je le sais, c'était très long et très complexe par moments. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, évidemment. Cliquez sur la petite cloche, sinon vous ne serez pas avisé de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez également laisser un petit quelque chose pour moi sur Tipeee pour m'encourager dans mes prochaines vidéos sur la prise de vue qui s'en viennent éventuellement et aussi sur mon Patreon. Quand il sera prêt, je vous laisserai une note en description. À la prochaine!